Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Bonsoir, je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. Ce soir, l'inconnu de la Marne. Ce jeudi 23 mars, au petit matin, le ciel est gris, bas. Le jour se lève, froid, triste et sale, comme la Marne qui charrie ses eaux boueuses. Il a plu toute la nuit. Du haut de sa péniche, un marinier aperçoit, entre deux eaux, une masse sombre, retenue par des branchages entrelacés, tout près de la berge déserte. Quelques centaines de mètres plus loin, le marinier alerte l'éclusier qui fait appeler les gendarmes de la brigade territoriale. L'adjudant Henri, commandant la brigade, se rend aussitôt sur les lieux accompagné de 4 de ses hommes. Au bout d'une demi-heure de cheminement pénible dans les hautes herbes et les ronces mouillées, ils approchent enfin de ce qui semble être une forme humaine. Après bien des efforts, ils parviennent à sortir de l'eau froide et boueuse le cadavre ruisselant d'une femme. L'adjudant Henri me fait aussitôt prévenir. C'est ainsi que 20 minutes plus tard, accompagné des gendarmes Malvin et Beauvais, le technicien des investigations criminelles, j'arrive sur les lieux de la macabre découverte. L'enquête commence. L'inconnue est âgée d'une 40aine d'années. Elle porte au visage de larges ecchymoses, comme si elle avait été martelée de coups violents avant de mourir. Elle est vêtue d'un lourd manteau de laine, sous lequel elle porte un pullover à col roulé et un pantalon de velours. À son poignet, une montre arrêtée sur 6 heures. La mort semble remonter à une dizaine de jours environ. Des 3 hypothèses, crime, suicide, accident, formulées comme toujours en pareille circonstance, celle du suicide ne semble pas, a priori, devoir être retenue. Le médecin qui vient d'arriver avec l'ambulance déclare que, d'après ses premières constatations, la cause de la mort ne serait pas la noyade. Il faudra donc pratiquer une autopsie. Les premières recherches d'indices auxquelles nous nous livrons, Beauvais et moi, consistent en une fouille minutieuse des vêtements ruisselants et imprégnés de vase portés par la morte. Nous n'y trouvons aucun papier d'identité, aucune photographie, rien, si ce n'est un vieux porte-monnaie en cuir renfermant 49 francs 60 et 3 fiches de paye détrempées. La dernière datait du 7 mars. Ces fiches de salaire révèlent le nom et l'adresse de l'employeur, les établissements Eugène Carrière et Fils, 115 boulevard Lamarck, ainsi que le nom de la salariée, mademoiselle Odette Sarrois. Tandis que l'ambulance repart en portant le corps de la morte vers la morgue de l'hôpital municipal, je fais le point avec l'adjudant Henri. Nous allons mener cette enquête de concert. Lui et ses gendarmes vont poursuivre leurs investigations, tendant à établir si la victime a séjourné dans la région, tandis que de mon côté, je demande à 2 de mes hommes de se rendre aux établissements Eugène Carrière afin d'obtenir tout renseignement concernant Odette Sarrois. Moins de 2 heures plus tard, mes hommes me confirment que la morte que nous avons repêchée dans la Marne est bien Odette Sarrois, 38 ans, célibataire, employée à la manutention, et qu'on ne lui connaît aucune liaison. Les hommes de l'adjudant Henri travaillent d'arrache-pied. Ils vont partout alentour, dans les meublés, les auberges, les hôtels, les cafés-restaurants, les asiles, le long de la Marne,
cherchant des traces du passage de la femme disparue. Mes hommes de la section de recherche ne chôment pas non plus. Ils transmettent des messages aux brigades territoriales limitrophes, établissent des croquis, prennent des photos, questionnent tous les habitants du quartier dans lequel résidait Odette Sarrois. De mon côté, je me rends aux établissements carrières. Je tiens à entendre moi-même le chef du personnel qui, d'après mes hommes, semblait bien connaître la victime. Fort aimablement, il me confirme tout ce qu'il a dit aux gendarmes ce matin, c'est-à-dire qu'Odette Sarrois était une fille sans histoire et que, brusquement, au soir du 20 mars, sans donner la moindre explication, elle a définitivement quitté son travail. Personne ici ne l'a jamais revue, ni ne sait ce qu'elle est devenue. À son domicile, la concierge nous apprend qu'Odette Sarrois vivait maritalement avec Robert Dussel, chauffeur de taxi. Il y a une dizaine de jours, une dispute terrible a éclaté entre Odette et son amant. Police Secours a même dû intervenir. Depuis, personne dans la maison n'a revu Odette. Au commissariat de police, la main courante, c'est-à-dire le grand livre dans lequel on consigne chaque jour toutes les déclarations ou les incidents, la main courante, donc, fait mention qu'effectivement, le 15 mars, à 1h du matin, M. Dussel-Robert et Mlle Sarrois-Odette ont été amenés au sujet d'un différend qui les opposait. Mlle Sarrois, blessée à la main, a reçu des soins à l'hôpital municipal. M. Dussel a porté plainte contre sa maîtresse pour violence et dégâts mobiliers. De retour à mon bureau, je réfléchis à tous les renseignements qui sont en ma possession. De nombreuses questions demeurent sans réponse. En effet, s'il s'agit d'un accident, que venait faire Odette Sarrois à 6 heures du soir ou du matin? Rappelez-vous, la montre bracelet est arrêtée à 6 heures. Que venait-elle faire à cette heure-là sur les bords de la Marne, à 20 kilomètres de chez elle? D'autant que nous le savons, elle ne possède pas de voiture. Un crime? Évidemment, cette hypothèse n'est pas à rejeter. Une dispute au bord de la Marne, des coups portés au visage, une chute. Jusqu'ici, rien ne prouve que le cadavre n'a pas été transporté jusqu'à un point quelconque de la rivière, puis jeté à l'eau. Le corps, entraîné par le courant, aura dérivé jusqu'aux basses branches dans lesquelles, ce matin, le marinier l'a aperçu. À 21h, l'autopsie pratiquée par le médecin légiste révèle que les hématomes existants autour des yeux et l'entaille profonde de la main droite proviennent d'accidents ou de coups reçus avant la mort. Le médecin ajoute qu'à son avis, le décès remonterait à 8 jours environ et aurait été provoqué par immersion. Le problème reste entier. Odette Sarrois a été jetée ou s'est jetée vivante dans la Marne. Ce qui est certain, c'est qu'en aucun cas, elle n'a pu être tuée d'abord, puis transportée et jetée dans les eaux boueuses de la Marne. Alors, crime? Accident? Suicide? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Le lendemain matin, dès 7 heures, j'envoie 2 de mes gendarmes au domicile de Robert Dussel. À 7h30, ils pénètrent dans mon bureau. Robert Dussel est âgé d'une 60aine d'années. Il est grand, assez bien bâti. Son visage est agréable et ses yeux bleus sont empreints de douceur. Il paraît très surpris d'apprendre que son amie Odette est morte noyée. Son regard s'attriste quelque peu, mais il reste calme et silencieux. Et puis, soudain, il éprouve le besoin de raconter. J'ai connu Odette il y a 15 ans. Elle mendiait dans la rue. Elle était sans famille, sans logis, sans travail. Elle était mignonne. Alors je l'ai amenée chez moi. Oh,
En tout bien, tout honneur, vous savez, moi je n'ai pas de besoins sexuels comme la plupart des hommes. Odette dormait dans une petite chambre à côté de la mienne. Je la considérais un peu comme la fille que j'avais pas eue. Et puis un soir, c'est elle qui est venue me rejoindre dans mon lit. Depuis, nous avons vécu comme un couple. Pendant près de 3 ans, on a été heureux. On travaillait tous les deux. Moi, taxi, elle, chez les carrières. On vivait bien, quoi. Le samedi et le dimanche, Odette m'accompagnait à la pêche sur les bords de la Marne. Il faut que je vous dise, j'adore la pêche. Odette avait l'air d'être contente. Elle me donnait l'impression, non pas d'aimer la pêche, mais d'aimer tout ce que j'aimais. Elle semblait soumise, reconnaissante, presque aimante. Mais, comme je vous l'ai dit, l'amour physique, c'est pas tellement mon affaire, et certaines nuits, c'était pénible. Odette, elle acceptait pas mon âge. Alors elle me faisait des scènes d'une violence incroyable. Et puis, elle s'est mise à boire. D'abord en cachette, et puis ouvertement, mais jamais en dehors de la maison et jamais à son travail. Bien sûr, je lui reprochais sa conduite, et nos disputes devenaient de plus en plus fréquentes. Il lui arrivait même de m'insulter, de me traiter d'impuissant, de me frapper pendant mon sommeil. Et puis elle buvait de plus en plus. Une nuit même, elle a tenté de se suicider en s'ouvrant les veines avec mon rasoir. Moi, j'éprouvais toujours de la tendresse pour elle, mais tout dialogue était devenu impossible. Elle se transformait en furie de plus en plus souvent. Alors dès que je pouvais, je m'échappais de la maison et j'allais pêcher sur les bords de la Marne. C'était ma seule distraction, ma seule consolation. Et les mois, les années ont passé comme ça, tristes, vides, durs à vivre, à se guetter sans se comprendre. Oh, elle a sûrement eu des amants, mais je pouvais pas lui en vouloir. Aussi, je lui posais jamais de questions. Elle continuait à boire jusqu'à tomber ivre-morte certains soirs. Et puis, le samedi 14 mars, vers 20h, je rentre de la pêche et qu'est-ce que je vois? Odette, complètement saoule, et l'appartement saccagé, les armoires vidées, les photos de famille, celles de ma défunte femme, brûlées, bref, un spectacle épouvantable. Odette, elle était couchée sur le lit, tout habillée, ivre-morte, elle avait vomi partout et son poignet saignait abondamment. Ah, cette fois, j'en ai eu plus qu'assez. Je l'ai saisi à bras-le-corps, je l'ai déposé sur le palier et j'ai refermé la porte à clé. Quand Odette s'est réveillée 1 heure plus tard, elle a été prise de folie furieuse. Elle s'est jetée toutes ses forces contre ma porte en frappant, hurlant, trépignant, m'insultait et insultait les voisins qui sont venus voir ce qui se passait. Et brusquement, elle a dévalé l'escalier et s'en allait briser la glace de l'avertisseur de police. Le cas de police est arrivé aussitôt. Odette m'a accusé de l'avoir battue et jeté dehors de chez moi sans lui avoir rendu ses affaires. Moi, j'ai dit aux agents que je refusais de reprendre la vie commune avec cette furie et je leur ai remis une valise contenant toutes ses affaires. Son manteau de laine, son sac, ses gants. Je lui ai donné également 15 000 francs. Et puis je lui ai dit devant témoin que je voulais plus jamais entendre parler d'elle. Odette, furieuse, a m'acheté l'argent à la figure et puis elle m'a crié « Pour aller où je vais, j'ai pas besoin de ton sale fric !» Les agents, ils ont emmené Odette au commissariat et puis
j'ai pu entendu parler d'elle. Je mentirais si je vous disais que j'ai pas eu de chagrin. Les jours suivants, j'ai imaginé qu'elle était chez un de ses nombreux amants. Je ne me suis pas inquiété outre mesure et j'ai repris ma vie de vieux célibataire, quoi. Entre mon taxi et la pêche, j'ai de quoi faire. Une vie sans histoire pour un vieil homme sans histoire, quoi. Robert Dussel baisse la tête. De grosses larmes coulent le long de ses joues ridées. Alors, je me souviens des déclarations de la concierge. Odette lui disait souvent « Si un jour on devait se séparer, Robert et moi, il me resterait plus qu'à aller me foutre à l'eau. » Tout paraît clair. Et pourtant, la dernière feuille de paye trouvée sur le cadavre d'Odette portait la date du 14 mars, jour où, après une violente dispute, Robert Dussel était parti seul à la pêche sur les bords de la Marne. La rupture définitive, suivie de bagarres avec intervention de police-secours, s'était produite dans la nuit du 14 au 15 mars. Et Odette avait définitivement disparu le 15 mars à l'aube, alors que le chef du personnel des établissements Carrière et Fils affirmait, lui, qu'elle avait quitté son emploi définitivement le 23 mars. Il existait donc par conséquent un trou important qu'on ne pouvait expliquer. Qu'avait fait Odette entre le 15 mars et le 23 mars? Qui avait-elle rencontré? Robert Dussel, quoi qu'il en dise, avait-il revu Odette? Il me fallait donc contrôler heure par heure, minute par minute, tout l'emploi du temps d'Odette Sarrois du 15 mars au 23 mars. Sous les ordres de l'adjudant Henri, les hommes de la brigade territoriale se rendent à nouveau dans le petit village au bord de la Marne où Robert Dussel va taquiner le poisson depuis bientôt 30 ans chaque week-end. Après audition de nombreuses personnes, il est établi que Robert Dussel a dit la vérité. Il est bienvenu ce jour-là, mais seul, sans Odette. Tous les témoins sont formels. D'ailleurs, on n'a pas vu la jeune femme dans la région depuis fort longtemps. Le 24 mars, lendemain du jour où elle a définitivement quitté son emploi, d'après le chef du personnel, Robert Dussel est venu pêcher seul. Il a trempé ses lignes jusqu'au soir et, vers 19h, au café de l'Écluse, il a confié à ses amis que tout était fini entre Odette et lui, qu'elle lui en avait trop fait voir, et que de toute façon, il n'était pas à la hauteur. Puis, il était reparti, calme, détendu, un peu triste tout de même. Il est 13h. Dans mon bureau, je fais le point avec l'adjudant Henri. Il nous paraît évident maintenant que la solution se trouve aux établissements Carrière et Fils et que nous devons retourner voir le chef du personnel. Nous y retournons. Et c'est là que nous trouvons la clé de l'énigme. Il y a tout simplement eu confusion dans l'esprit du responsable du personnel. Odette n'a pas quitté son emploi le 23 mars, mais le 14 mars au soir. Nous consultons le registre. C'est écrit en toutes lettres. Odette a été payée pour la dernière fois le 14 mars. Tout est clair à présent. Nous pouvons aisément reconstituer les dernières heures de la vie d'Odette Sarrois. Vers 6 heures du matin, le 15 mars, elle sort du commissariat, le visage tuméfié par les coups qu'elle s'est portés elle-même dans la folie de la colère et de l'ivresse. Elle n'ose pas montrer l'image de sa déchéance à l'un de ses amants de passage. Alors, réalisant qu'elle a tout perdu, tout gâché, tout détruit de ce qui était son bonheur, elle retourne une dernière fois à l'endroit où elle a passé les meilleurs moments de sa pitoyable existence, dans ce petit coin paisible des bords de Marne, où Robert, le seul être au monde qui lui ait témoigné de la tendresse,
aimait tant aller pêcher. Et là, ivre de fatigue, de désespoir et d'alcool, dans la grisaille du petit matin, elle met fin à ses jours en se jetant dans l'eau froide et sale, telle une Ophélie des temps modernes. Bonsoir.